Bonjour Céline. Bonjour Angélique. Je te reçois aujourd'hui dans la bulle de scénario.com pour parler de toi et pour parler plus particulièrement de l'album que j'ai chroniqué, La tête dans les nuages. Je rappelle donc à nos auditeurs que nous sommes sur le parvis du musée de la bande dessinée d'Angoulême qui a bien voulu accueillir notre petite caravane. Et je rappelle aussi que tu fais partie des professionnels qui ont accepté donc de participer à ce grand off, qui est un événement, on peut le dire, un peu historique. Alors, merci à toi d'être là. Eh bien, merci de m'accueillir surtout, et ravie d'être là pour ce grand off. Céline, t'as dessiné, pardon. Tu fais beaucoup d'illustrations, beaucoup de petits guides. Certains, entre autres, sur le dating. Celui-là, il faut absolument que je le trouve. Il vient de sortir. Voilà, il faut absolument que je le trouve. Alors, chez les neuroatypiques. Et puis donc cet album, La tête dans les nuages, il est scénarisé par Emmanuel Friedman. Tout à fait. Est-ce que tu peux, avant qu'on arrive à parler de l'album, nous parler un peu de toi? La BD, c'est arrivé comment? La BD La tête dans les nuages? Non, la BD, toi, le métier de dessinatrice. Eh bien, le métier de dessinatrice, j'ai fait j'ai eu une vie bien rangée avec un vrai métier où je me levais le matin avec un patron, avec un salaire. C'était quoi? C'était chiant. Et j'ai fait ma petite crise de la quarantaine à 35 ans où j'ai tout envoyé bouler. Et à l'époque, j'ai rencontré mon mec qui lui dessinait beaucoup et du coup, je me suis remise à dessiner et comme j'avais pas mal de contacts dans la com, à un moment donné, qui étaient des copains en fait, et qui m'ont dit j'ai des boulots, si tu veux, si ça te dit, on y va. Donc j'ai dit oui et donc j'ai commencé à être illustratrice. Ensuite, j'ai posé un peu mes dessins sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, où là, ça a beaucoup marché et pris rapidement. Et de fil en aiguille, des éditeurs ont commencé à me contacter en me disant « Est-ce que ça te dirait pas de faire une BD ?» Bon, pourquoi pas. Et en fait, je suis arrivée un peu par hasard. Voilà. Donc, je mesure ma chance d'être ici puisque je suis entourée de gens hyper compétents avec beaucoup d'expérience et moi, je suis un peu nouvelle, quoi. Je trouve ça génial parce que c'est vrai que souvent, être dessinateur comme ça sur le tard, je crois que tu es la première que je rencontre. Donc, waouh, bravo, quel alors changement. après, j'ai toujours dessiné, mais voilà. Ah, mais quand même, de là, changer et tout et de faire un métier, waouh, bravo. Je vais là où les opportunités me portent et puis des fois je pète un peu des plombs et puis je me dis non, là j'aime plus donc je vais faire autre chose. Voilà. Et Emmanuel, du coup, c'est elle qui t'a présenté le projet? Ah non. Emmanuel, elle a pris pareil sur Instagram. Elle s'est dit ah tiens j'aime bien ce que tu fais, j'aimerais bien qu'on se rencontre. Donc on s'est rencontrés et elle venait de faire plusieurs albums, enfin au moins un, peut-être deux avec Sophie Ruffieux. Et du coup, je me suis dit, oui, pourquoi pas. Enfin, de toute façon, encore une opportunité, pourquoi pas. Et donc, elle m'a parlé de quelques projets qu'elle avait. Et moi, je lui avais dit que le prochain que je voulais faire, c'était sur le TDAH, puisque c'est ma fille qui est concernée. Et que j'arrivais pas à le faire toute seule, en fait, puisqu'il y avait trop d'émotions et de choses pas forcément cool. Et scénariser sa propre histoire, quand on a du recul, c'est facile. Là, j'en avais absolument pas du tout. Et donc elle m'a dit écoute ça m'intéresse, pourquoi pas, et puis voilà. Donc c'est vraiment un travail de concertation toutes les deux, mais effectivement c'est beaucoup de ton histoire qui est racontée dans cet album et celui Ce n'est que mon histoire. De ta famille effectivement. Tout à et fait. d'Anaïs qu'on salue, oui, et que j'interviewerai très très bientôt. À bientôt Anaïs. Petite chouchoute. Ouais, cet album, moi je l'ai beaucoup apprécié aussi en tant que maman d'un enfant TDAH, et je pense que tous les parents comme nous se reconnaîtront effectivement dans les parcours du combattant, du dossier MDPH. En fait, je voulais le faire pour ça. Je voulais que, en fait, on est tellement seuls et pas compris, même au sein de sa propre famille, que je me suis dit, mais en fait, il faut que je le fasse parce que déjà pour moi, pour elle, et puis pour toutes les mamans surtout, et peut-être, pourquoi pas, les enseignants, les psys, le corps médical qui pense savoir et qui finalement... parce qu'en fait, il n'y a pas de solution, il n'y a rien à résoudre en fait. Voilà. Mais il y a des petites choses à changer, il y a un peu de bienveillance à parfois avoir, il y a un peu de Alors compréhension. un peu, je dirais beaucoup de bienveillance. Le monde manque cruellement de bienveillance, notamment quand ça concerne la différence. Et voilà, donc je pense que ça a ouvert des yeux à plein de gens. C'est ce que tu me racontais hier en dédicace, tu me disais qu'effectivement tu avais beaucoup de profs qui venaient te voir avec cet album-là. J'ai beaucoup de profs, j'ai des orthophonistes, des neuropsys, des psychologues, des AESH, plein qui me disent mais merci, et notamment qui le laissent au cabinet, et il est même conseillé
Souvent, quand tu vas en consultation, bon, je vous recommande ces lectures pour vous aider à comprendre, et il fait partie de ces lectures-là, et c'est super, quoi. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, c'est pour ça que je l'ai fait. Ouais, c'est ta récompense. Non, c'est pas une récompense, c'est une petite pierre en fait à l'édifice qu'il faut que ça change en fait. Ouais. Voilà. Ça, c'est ce qu'on voudrait. Moi, je me suis beaucoup reconnue dans le passage de la conférence téléphonique en voiture avec les enfants sur la banquette arrière. Ouais, alors en plus ça c'est universel. Ouais. Voilà, ça n'a rien à voir avec le TDAH. Non. C'est juste que ça rajoute le quotidien d'une mère normale. Tout prend des proportions puisqu'il y a ce handicap à la maison, quoi. Et donc il y a il y a des scènes. Ça accentue tout, quoi. Non, mais c'est vraiment un petit. Je pense vraiment. Enfin, je mets au défi tous nos lecteurs, toutes nos lectrices. Je crois qu'il y a dans cet album forcément un moment où on va se dire ah ouais, ça je connais. Il y a des tranches de vie qui sont effectivement hyper universelles et en même temps qui sont une réalité qui, quand on la prend mis bout à bout, ça devient lourd, quoi. Et à la fois tu as réussi à dire ça et tu le dis bien parce que tu le dis malgré tout avec humour. Il y a de l'émotion, mais il n'y a pas de pathos. On rigole beaucoup à la maison quand même. Bah ouais, il faut. Bah ouais, il faut. Ouais, carrément. Puis ma fille, elle est rigolote comme moi, donc en fait, on se marre bien, quoi. Le problème, c'est l'école. Ouais. Voilà, sans école, la vie, elle serait parfaite, quoi. Voilà. Et on pourrait avoir une école bienveillante. On pourrait avoir une école différente. Ouais. Ouais, on pourrait avoir une école qui accepte la différence, en tout cas, plus que ce qu'elle ne le fait aujourd'hui. Oui, nous sommes d'accord. Ne politisons pas cet entretien, mais oui, nous sommes d'accord, effectivement. Je crois qu'on, quand on a un enfant qui est différent et pour qui l'école, ça génère de la souffrance, ça devient vite... Et je le vois en dédicace. J'ai des parents, des fois, j'ai un papa la dernière fois, il pleurait, quoi. Ouais. Donc en fait c'est hyper dur. Ouais, et puis c'est vrai que tu parlais du regard de la famille, du poids de la société, et c'est vrai qu'il y a cette espèce de regard aussi qui voudrait que il faudrait atteindre un certain palier pour réussir, et que quand on est porteur de handicap, du coup, non, le palier il est plus possible à atteindre, et donc ça veut dire qu'on a raté sa vie. Bah non. Ah bah carrément pas. Carrément pas. Genre la vie elle s'arrête quoi? Elle s'arrête à l'école? Non. En tant que parent, t'es là pour, t'as fait des enfants, tu les assumes, ils sont comme ils sont, et ton rôle c'est quand même de les porter pour qu'ils soient heureux. Exactement. Moi c'est juste ma priorité que ma fille soit heureuse. Donc de la voir malheureuse, moi ça me déchire le cœur, ça me rend hyper malheureuse aussi. Et aujourd'hui elle va bien, elle est heureuse, d'ailleurs tu la verras. Et c'est le plus beau cadeau de la vie, quoi. Ça c'est sûr. En fait. Sur quoi tu travailles en ce moment? Sur un livre qui sort... Alors j'ai encore du mal à en parler, parce que je sais jamais comment présenter les choses, mais alors je peux donner le titre, il sort début septembre, et ça va s'appeler Mère à vif. Voilà, c'est tout ce que je dis. Donc encore un petit récit de vie Non, là pour le coup, on est sur un roman choral qui me concerne pas. Alors je pense que pareil, beaucoup de mères et de femmes, parce que Mère à vivre, c'est surtout sur la femme, c'est pas tant sur la mère, c'est surtout sur la femme. Et oui, non, il y a des scènes un peu de moi, mais il y a des scènes de mes copines, il y a des scènes je suis sûre de toi, il y a des scènes de tout le monde, en fait. C'est important pour toi de porter comme ça des sujets un peu de société, de les mettre en avant? Je parle de ce qui est important pour moi. Après, je sais pas, je sacralise pas tout ça, en fait, j'ai envie d'en parler, je le fais, je trouve un éditeur, je suis contente. Si le public est au rendez-vous, c'est super. Et advienne que pourra, quoi. Après, je suis pas une militante dans l'âme, j'ai juste des sujets qui me tiennent à cœur, et voilà. En tout cas, merci beaucoup Céline, merci pour cet super album déjà, merci pour cette petite interview, et puis donc on se donne rendez-vous pour la deuxième partie de l'interview, donc avec Anaïs. Ça marche, ouais, carrément, avec plaisir. Merci Céline. Merci.